canadiennes qui vont intervenir aussi par rapport à ça. Donc Pierre vient de faire un congé pédagogique au Canada justement, donc il vient nous raconter un petit peu son expérience autour de tout ça et comment finalement ça va l'amener aussi à travailler sur le développement de compétences auprès de ses futurs étudiants. Et donc là je fais le lien avec ce qui va nous intéresser maintenant, donc une séquence un peu plus prolongée, vous voyez, où on va discuter donc de cette approche par compétences et puis la vision soutenue par Sabine qu'on peut éventuellement développer et soutenir au niveau de l'EMU. Donc on avait évoqué un petit peu ce matin cette notion de compétence et cette mise en correspondance un petit peu que moi je défends, voilà, dans ce spectre très évolutif et les relations avec le monde socio-professionnel. Mais la grande interrogation, surtout, c'est, et ça va être voilà, on va pouvoir bénéficier de votre expertise, et ce qui est des fois pas toujours très clair auprès des collègues. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler sur ces notions. C'est qu'est-ce qu'on entend par compétence, d'accord ? Comment on peut structurer ces cours potentiellement autour de ça, donc changer aussi un petit peu nos usages, je dirais, pédagogiques par rapport à ça. Et puis la question latente est très pertinente et qui, pour l'instant, va être un grand enjeu pour moi et Sabine, c'est aussi l'évaluation finalement. Voilà, quelle est les manières les plus pertinentes d'évaluer pour dire oui, on valide, on certifie une compétence plutôt que de certifier ou de qualifier une connaissance. Donc, c'est beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Donc, on est heureux de pouvoir échanger de tout ça avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Oui, c'est bon, Christelle. On vous entend. Voilà. Bon, ben, parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais répondre à l'ensemble de vos attentes, mais je vais essayer. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est correct? Oui. Super. Donc, l'approche par compétence, vous le voyez, j'ai intitulé ma présentation d'une démarche à des pratiques parce que je pense qu'on va le voir avec les retours d'expérience, avec ce que vous avez déjà expérimenté dans votre établissement, dans vos espaces. On voit bien qu'il y a une diversité en fait de mise en pratique autour de cette fameuse approche par compétence et ça vient d'être soulevé, hein, ça vient aussi avec un certain nombre de difficultés, d'éléments de compréhension de qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du spectre de l'approche par compétence, puis de voir comment est-ce qu'on peut organiser finalement au cœur de Le Mans Université cette approche par compétence, à la fois dans une démarche qu'on pourrait qualifier de systématique et dans des pratiques qui vont s'adapter évidemment à vos espaces. Donc, vous n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des mots qui sont pas clairs, ben Céline va pouvoir m'écrire dans le clavardage en disant ce mot-là, c'est pas clair pour nous, ça va trop vite. Je vais essayer de camper un certain nombre d'éléments pour regarder ça avec vous, pour lancer finalement cette réflexion qui va s'étendre chez vous sur les 5 prochaines années à peu près, avec des équipes qui vont avancer à des rythmes un peu différents, puis c'est tout à fait correct. Alors, j'avais envie, pour commencer, de vous demander, quand on vous dit approche par compétence, c'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit? Donc, qu'est-ce qui vous parle quand on dit approche par compétence? Je vais essayer de retranscrire les mots. Les répéter. Situation. OK. Savoir-faire. Compliqué. Complexe, référentiel, pratique. Il n'y a eu pas pratique. Ah, pas pratique. C'est tout. Savoir-être. Ben, c'est déjà pas mal. Puis si vous en avez d'autres qui se lient pendant, vous n'hésitez pas à me les partager ou à popper s'il y a des idées qui viennent. Hein. Donc, je vais essayer de repartir d'éléments aussi que vous avez soulevés dans ces idées pour se dire qu'une des difficultés avec le terme de compétence, c'est finalement le sens commun qu'il peut recouvrir
et l'idée d'en faire un sens scientifique, qu'est-ce qu'on met en arrière? Et puis, comme en sciences humaines et sociales, rien n'est jamais simple. Évidemment, quand les compétences sont arrivées, provenant, tel que ça a été soulevé tout à l'heure par notre collègue, hein, beaucoup du monde socio-économique, eh bien, chacun est allé avec sa définition. Alors, vous allez voir, l'idée, ça va être d'essayer de camper collectivement quelque chose qui vous parle, mais moi, je ne vends pas de tapis. Tu sais, à la fin de la con, si vous me dites, hey, cette définition-là que tu as présentée, elle ne nous plaît pas, ce modèle-là, il ne nous plaît pas, fine, tu sais, on va en trouver un autre. L'enjeu, il n'est pas là. Tu sais, moi, j'ai pas d'action avec les auteurs que je choisis. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous en trouviez un qui vous parle et de voir comment collectivement, finalement, on peut, quand on utilise un terme, utiliser le même mot. Alors, la première question qu'on doit se poser, hein, parce que un des enjeux qu'on voit apparaître, c'est toujours le comment on fait. Mais il faut aussi qu'on puisse parfois faire un pas de recul. Tout à l'heure, vous avez eu un retour d'expérience sur l'écriture express. C'est vraiment pourquoi on va faire cette démarche-là? Qu'est-ce qui nous emmène dans cette stratégie? Pourquoi choisir telle ou telle stratégie pédagogique ou telle stratégie évaluative? Donc, la question du comment, elle devrait venir après cette question du pourquoi. Alors, dans ce pourquoi se lancer, ben, ma réponse, vous voyez, elle est assez simple parce que ça, c'est une réponse de parent à un enfant de 6 ans. Tu sais, c'est comme je le dis, faut le faire. C'est pas aussi simple que ça, mais il y a clairement un élément de son caractère obligatoire. On l'a compris, l'HCRS, le ministère, on va vers cette transition d'une approche par compétences, d'une idée de définir en référentiel de compétences, en référentiel de formation, en bloc de compétences. Il y a une diversité de stratégies. OK, on l'a compris, c'est obligatoire, on va vivre avec. Une fois qu'on l'a dit, on peut prendre un autre appel. Là, tu sais, à un moment donné, on va passer à autre chose et se dire aussi que c'est par contre une occasion de donner du sens à nos activités. Par contre, et vous l'avez soulevé, hein, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler pas pratique, ça va toucher des éléments. Tout à l'heure, notre collègue disait comment est-ce qu'on va aller évaluer par compétence plutôt que simplement, puis j'y mets des guillemets, les connaissances, parce que l'évaluation, c'est toute une boîte en elle-même. On pourrait avoir une journée autour de la question de l'évaluation. Ce sont vraiment des enjeux majeurs. Donc, cette idée de donner du sens en tant que collectif à ce qu'on va proposer. Du sens pour nous, comme enseignants, enseignants-chercheurs, du sens pour les étudiants, du sens aussi pour les acteurs de la formation au sens large du terme, et même du point de vue, et ça a été soulevé tout à l'heure, du monde socio-économique, quel est le sens de la formation qu'on présente. Et puis, un des éléments qu'on voit quand même apparaître dans la littérature, c'est que ça solidifie la notion du collectif. Pendant longtemps, on a vu notre profession d'enseignant, enseignant-chercheur comme étant quelque chose de très isolé. L'idée de l'approche par compétence, c'est ce sentiment de collectif. Nous sommes co-responsables de ce qu'on va amener les étudiants à développer en matière de connaissances, de compétences. Vous avez parlé de savoir-faire, de savoir-être. On va essayer de positionner les différents éléments, mais c'est aussi cette idée que collectivement, on est engagé à travers cette formation. Donc, techniquement, on s'en fout du cours de Sabine ou du cours de Céline ou du mien. L'important, c'est comment mes activités, les activités de Céline, les activités de Sabine, participent finalement au développement de l'étudiant, de son expérience étudiante, de son développement de connaissances et de compétences au cœur des formations que nous lui proposions. Et ça, c'est vraiment une idée forte dans cette idée de l'approche par compétences. On va tenter de la décliner ensemble aussi. L'idée, évidemment, c'est aussi qu'on est un milieu en mouvement. Clairement, on voit qu'au cours des 25 dernières années, l'enseignement supérieur s'est développé comme jamais, que ce soit en type de formation, que ce soit en accès au numérique, que ce soit en diversité pédagogique, que ce soit avec la perspective de l'alternance, que ce soit avec la révision d'un certain nombre de formations, la mission des IUT, de notre articulation avec les grandes écoles, que ce soit le travail aussi parfois avec le privé. On a vraiment un milieu qui est en mouvement au niveau universitaire, une évolution des savoirs qui n'a jamais été aussi rapide, les attentes de la société vis-à-vis de la formation. On voit apparaître des micro-certifications de Google ou autres éléments qui bouleversent évidemment nos espaces. On est aussi un acteur au niveau de la formation continue créditée. Donc, on est vraiment dans cet espace en mutation. Ça, c'est un élément extrêmement important qui nous amène aussi à envisager cette approche par compétences. En parallèle de ça, on va aujourd'hui, plus que jamais, probablement former des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore. Honnêtement, s'il y a 25 ans, on avait dit à nos collègues en communication qu'ils allaient former des étudiants
qui allait toute la journée après ça faire des médias sociaux, poster des photos sur Instagram pour promouvoir des programmes, qui allait faire des choix pour dire « Hey, est-ce que si je le pose comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est plus vendeur pour vendre un téléphone? » Toutes les entreprises aujourd'hui ont des gestionnaires de médias sociaux. C'est un élément promotionnel. C'est aussi un élément où on gère des crises, des espaces. Donc, on a vraiment eu une transformation d'un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sont en train d'être formés à des métiers qui n'existent pas encore. Ils reviendront en formation continue, mais on est vraiment dans une ouverture du spectre de la transformation, des métiers qui se créent. On voit des étudiants qui par des business, qui regardent comment ils peuvent articuler des activités avec des startups, tout ce qui touche les questions de tech. Enfin, il y a vraiment un éclatement des milieux qui est assez extraordinaire aujourd'hui, mais qui fait qu'on a évidemment une cible de préparer les étudiants dans cette posture-là. Vous parliez de savoir-faire tout à l'heure, vous parliez aussi de savoir-être, un élément extrêmement important qu'on a parfois du mal à appréhender, particulièrement dans nos formations initiales. On est aussi dans un métier en transformation. Puis là, les étudiants sont en transformation. Un élément extrêmement important, puis vous savez, c'est là aussi que parfois on voit qu'on vieillit. On se dit, my God, c'était mieux avant. Tu sais, en fait, c'était pas mieux avant. C'était juste différent avant. Les étudiants venaient potentiellement avec ce qu'on appelle parfois un petit peu pompeusement, presque j'ai envie de dire, mais un socle de compétences en disant, oui, mais avant, ils savaient faire ça, ils savaient faire ça. Aujourd'hui, ils repartent de plus loin. Oui, mais aujourd'hui, ils ont diversifié par contre plein d'éléments. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis arrivée à l'université, faire de la recherche sur des sites de bibliographie dans une bibliothèque avec des trucs en ligne, ce n'était pas spécialement ma force. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont vraiment travaillé ça. Il y a plein d'éléments dans la maîtrise d'un certain nombre d'outils que les étudiants ont qu'on n'avait pas. Donc, on a eu un déplacement d'un certain nombre d'éléments. Il y a eu de la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire qui se sont déplacés par rapport à ce qu'on a. Mais l'étudiant, c'est un métier en transformation. On est aussi dans un espace où les étudiants choisissent des formations de manière un peu diverses et variées. Même quand on regarde, et on pourrait aborder Parcoursup, mais les choix qu'ils font, comment ils les font, pourquoi ils les font, il y a vraiment une diversité. On a aussi des étudiants avec des profils de plus en plus hétérogènes, qui parfois ont fait des formations ailleurs, sont allés à l'étranger, ont fait une césure avant de commencer. Donc, on voit bien qu'on a un métier de l'étudiant en transformation. La raison pour laquelle ils s'inscrivent aussi dans les formations universitaires, dans un certain nombre de formations plus courtes, plus longues, peuvent avoir vraiment une différence par rapport à l'approche qu'on leur propose. On a aussi des étudiants qui parfois viennent de l'international. On essaye de promouvoir de plus en plus cette question-là. Comment est-ce qu'on est capable de devenir, et je vais y mettre des gros guillemets, mais comme établissement, c'est un élément évidemment important, compétitif sur le marché de la formation? Pourquoi est-ce que les étudiants choisiraient de venir à Le Mans Université plutôt que dans un autre espace? Alors, pendant longtemps, c'est la proximité qui a été le critère numéro 1. On sait aujourd'hui qu'il y a peut-être une ou des différences à ce niveau-là. La COVID aussi nous a montré qu'on peut gérer la formation différemment. Donc, ce sont quand même des éléments à prendre en considération pour réinterroger le sens de la présence dans nos espaces de formation. Dans ces métiers en transformation, il y a aussi tous les personnels. On l'a abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'établissements qui proposent du télétravail pour les personnels. Alors, ça nous amène aussi à un rapport différent à ces personnes qui sont souvent en première ligne aussi, entre les étudiants, les enseignants-chercheurs. On les oublie parfois, mais ils font partie pleinement de la démarche dans laquelle on s'inscrit. Et ça me paraît important de les impliquer dès le début dans cette démarche de transformation. On ne parle même pas ici de gérer Apogée ou son futur Pégase, mais on est vraiment dans quelque chose où on voit bien qu'il y a aussi une articulation à faire avec les collègues plus administratifs, avec les personnes qui gèrent les scolarités, avec les personnes qui gèrent les horaires, parce que les transformations qu'on peut proposer, elles viennent aussi s'inscrire dans une transformation de ces espaces. Tout à l'heure, notre collègue disait à quand un atelier d'écriture proposé au personnel? Je pense que c'est un élément effectivement extrêmement intéressant, notamment dans une posture de développement professionnel des personnes engagées dans les formations. Il y a aussi dans ces métiers en transformation, évidemment, le collègue enseignant-chercheur, on ne peut pas le perdre de vue. Un collègue qui, je vous le rappelle, souvent a fait une thèse de doctorat d'ADSET et qui aujourd'hui va
faire de la recherche, évidemment, publier dans les plus grandes revues possibles, tu sais, Tente Nature, même si c'est pas ton créneau, c'est pas grave, faut quand même essayer. Il va lire des articles, évidemment, parce que c'est important de participer à la vie de la communauté. Il va avoir des étudiants en encadrement, hein, mémoire professionnelle, stage, thèse. Il va lire les mémoires, les thèses d'autres étudiants pour des collègues en évaluation, pour constater que les siens sont potentiellement meilleurs. Il va enseigner du mieux qu'il peut en essayant de mettre en place des stratégies pédagogiques, des stratégies d'évaluation qui soient diversifiées. Il va faire un peu de recherche, vous le voyez, parfois entre des heures nocturnes. Il va chercher de l'argent parce qu'évidemment, ça, c'est quand même un élément aujourd'hui qui fait partie de notre vie en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur. Il va faire des corrections, il va accompagner des jeunes collègues et parfois, il va tenter d'avoir une vie sociale, une vie de famille, des collègues. Et il va faire tout ça, lui aussi, dans un espace de transformation. Donc, effectivement, tout à l'heure, on a soulevé la potentielle résistance que peuvent avoir des collègues autour de ça, mais il faut savoir que ce métier en transformation, ça les amène aussi potentiellement dans des zones d'agrophore. Ça veut dire que comme établissement, et vous le verrez dans le sondage que Sabine va vous présenter tout à l'heure à partir de ce qui a été fait chez vous, mais on est bien aussi dans un espace où, si on veut transformer, va falloir de l'accompagnement. De l'accompagnement pour les étudiants, de l'accompagnement pour les enseignants, enseignants-chercheurs, de l'accompagnement pour les personnels. On ne peut pas se penser dans une transformation de TikTok en se disant « go, c'est parti, ça va marcher parce qu'ils ont entendu quelqu'un, parce qu'ils y croient ». Tu sais, il faut vraiment les amener dans cette perspective-là de compréhension aussi, d'articulation entre ce qu'on exerçait avant dans nos espaces et ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a par contre dans la littérature un certain nombre de constats clairs qu'on peut relever autour de la question du pourquoi se lancer dans l'approche par compétences. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a tout de même, quand on fait de l'analyse, notamment de l'analyse de programmes au niveau de nos institutions, il y a peu de situations d'apprentissage qui favorisent réellement un développement de compétences liées à la résolution de problèmes flous et complexes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance, comme espace de formation, à présenter des choses qui sont plutôt linéaires, plutôt découpées, des connaissances entre guillemets simplistes ou simplifiées, alors que vous avez parlé tout à l'heure de complexité, de complexe, de compliqué, voire même sur l'approche par compétence. Effectivement, il y a cette question que par contre, quand on arrive sur le marché du travail, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a un besoin de voir une situation qui est beaucoup plus écosystémique que celle qu'on a tendance à présenter dans nos espaces de formation. Ce qu'on constate aussi dans les enquêtes auprès des étudiants, c'est que l'un des intérêts qu'ils ont, c'est bien évidemment d'avoir des formations qui vont les amener à développer un certain nombre d'éléments de savoir. Il n'y a pas ou peu d'étudiants qui disent que ça ne les intéresse pas, mais il y a aussi l'idée que ça fasse du sens pour pouvoir être mis en application dans un futur emploi. Et entendez-moi bien dans ce sens-là, on n'est pas dans une question d'utilitarisme, on est dans une question à un moment donné que je puisse mobiliser un certain nombre d'éléments que j'ai développés dans un espace professionnel. Pendant longtemps, les INSPE ont décrié, par exemple, que quand les étudiants arrivaient en stage, ils ne s'appelaient pas INSPE à l'époque, mais l'idée était là, on décrié le principe de dire hey, quand nos étudiants arrivent dans les milieux professionnels, on leur dit oublie tout ce que tu as fait à l'UFM à l'époque, nous, on va t'apprendre le vrai métier. C'était extrêmement frustrant pour les collègues. Ben, l'approche par compétence, elle veut justement dire hey, c'est pas vrai qu'on ne sert à rien. On n'est pas juste des distributeurs de connaissances. On est capable de vous amener à penser les éléments qu'on va travailler avec vous dans des fameuses situations telles que ça a été énoncé tout à l'heure. Deuxième constat qu'on voit apparaître, c'est que justement, il y a assez peu de situations qui favorisent le développement de ce qu'on va appeler les compétences cognitives de haut niveau et une posture épistémologique dite relativiste. Ces compétences cognitives de haut niveau, c'est à l'encontre de ce qu'on entend parfois dans les formations, le fameux bachotage, le par cœur, les étudiants qui vont t'apprendre un truc puis tu te dis mais en fait c'est complètement éclaté, on ne sait pas où ça va. Donc l'idée c'est justement d'amener les étudiants à développer des capacités cognitives de haut niveau, dites plus réflexives, plus analytiques, plus évaluatives, plus créatives aussi parfois. Donc vraiment éviter tout ce qui est la simple rétention d'informations. Entendez-moi bien, pour pouvoir faire de l'analyse, pour pouvoir faire de la critique il faut maîtriser un socle de connaissances. On ne peut pas faire ça sans la maîtrise. Donc,
ce que les auteurs qui travaillent autour des stratégies cognitives disent, c'est pour arriver à celle de haut niveau, il faut que tu aies une maîtrise par les stratégies dites, et je vais y mettre de gros guillemets, de bas niveau. Et l'autre élément dans cette posture relativiste, c'est l'idée que fondamentalement, dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que la science d'ailleurs met de l'avant. Tout est vrai jusqu'à preuve du contraire. On maintient une hypothèse confirmée jusqu'à ce qu'elle soit infirmée. Oui, il y a un certain nombre de postulats sur lesquels on s'appuie aujourd'hui, mais ça reste qu'on est toujours dans des sables mouvants. Tu sais, un jour, on a décrété que Pluton n'était plus une planète. Ben, ça fait partie des développements de savoir qui font en sorte que les caractéristiques ont été ramenées pour dire, ben non, elle sort des dites planètes. Pourtant, pendant longtemps, on l'a considérée comme telle. Donc, cette posture épistémologique, c'est d'amener l'idée que dans notre rapport au savoir, tout est contexte dépendant. Si Céline et moi, on va toutes les deux à l'hôpital avec les mêmes symptômes, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même diagnostic. Et si on a le même diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on aura le même traitement. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, de caractéristiques de notre vie personnelle antérieure, de nos antécédents, qui fait en sorte qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a une prise en considération d'un certain nombre d'éléments. Et c'est dans cette perspective-là qu'on tente de penser l'approche par compétence. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que souvent les apprentissages sont peu significatifs et peu contextualisés. Typiquement, je vous donne un petit exemple, mais chez nous, quand on est allé investiguer au niveau des programmes de la faculté de droit, il y a de très nombreuses années maintenant, un des éléments que les étudiants soulevaient, c'est quand ils arrivaient au barreau, ils étaient systématiquement mis devant des méthodes de code. Donc, ils avaient des cas à analyser, faire appel au code, voir ce qui s'était fait avant, est-ce qu'il y avait des cas sur lesquels ils pouvaient se baser, similaires, de la jurisprudence. Or, il disait, ben, dans la formation initiale, on a des cours séparés plic-ploc, mais on les voit jamais, ces cas-là. Je pense notamment aux cours de droit de l'environnement, où donc ça faisait peu de sens pour eux. Ils faisaient un apprentissage de connaissances de base, mais ils avaient du mal à se transférer au niveau de leurs compétences pour aller saisir les éléments de savoir pertinents. Puis tout à l'heure, vous allez voir qu'on les appelle les ressources, au niveau de l'approche par compétences en général, pour pouvoir faire de la résolution de ces cas-là. Et puis, donc, ce qui posait problème, c'était beaucoup l'idée d'aller transposer finalement ces connaissances-là dans les situations professionnelles. On est même rendu parfois dans certaines enquêtes où on a vu des étudiants qui disaient « Non, non, mais j'ai jamais appris ça. Non, non, ces connaissances-là, on ne nous en a pas parlé. » Puis quand on regardait le programme de formation, c'était bien proposé. Quand on est allé rencontrer les enseignants, ils nous ont démontré que ça avait été travaillé. Mais les étudiants avaient complètement ça sorti de leur esprit, puis ils se rappelaient même pas parfois d'avoir eu le cours, voire même de l'enseignant. Donc, on était vraiment dans des espaces où c'est difficile d'appréhender les éléments de connaissance quand elles ne sont pas rattachées à un système finalement qui nous permet d'avoir une articulation au niveau cognitif. Donc, ça, c'est ce que la littérature nous met de l'avant dans le pourquoi. Maintenant qu'on se dit, bon, ben OK, fine, je veux bien voir les éléments qui m'amènent à pourquoi bouger. C'est quoi cette fameuse approche par compétence? Un des éléments difficiles, et j'ai eu l'occasion de regarder les résultats de l'enquête avant qu'il vous soit proposé, il y a une question de vocabulaire commun. Et c'est vrai que c'est un élément important. Qu'est-ce que c'est cette fameuse approche par compétence? C'est d'abord un moyen, c'est pas une fin. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un élément important. Si aujourd'hui, vous devez repartir à une chose de ce que je vous dis, pour moi, c'est celui-là. Tu sais, l'idée, c'est pas de dire dans 5 ans, super, le mot université, tang, on en approche par compétence. C'est pas ça le concept, c'est que c'est un moyen d'atteindre la cible. La cible, c'est le développement des apprentissages durables chez les étudiants. La cible, c'est aussi un bien-être au travail chez les enseignants, enseignants-chercheurs et les personnels qui participent à ce chemin-là. La cible, c'est de favoriser, et je vais mettre un gros mot, l'employabilité chez nos étudiants, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, ou la poursuite d'études, si c'est ça, leur envie à moyen long terme. C'est vraiment un moyen, l'approche par compétence. Donc, on va le mobiliser comme tel. C'est pas une fin, ça veut dire que ça se transforme, ça veut dire que c'est pas identique partout. C'est aussi un processus dans lequel vous allez entrer comme collectif. Alors, quand on parle de compétences, qu'est-ce qu'on met en arrière? Alors, ça, c'est vraiment un truc qui est très francophone, d'avoir beaucoup de difficultés à appréhender le concept de compétence. D'abord, il ne s'oppose pas à l'approche aux connaissances. C'est ça que je veux dire. L'approche par compétence ne s'oppose pas aux connaissances. En fait, vous allez le voir, on ne peut pas s'inscrire dans une approche par compétence s'il n'y a pas de connaissances. Puis ça, c'est un débat
qui est très franco-français, je dois me permettre de le dire, puis comme je suis loin, je ne sais pas grand-chose. Mais par exemple, les anglo-saxons n'ont aucun mal-être à se dire, voyons donc, mais forcément, si je suis compétent, je vais avoir des connaissances. Tu sais, je ne peux pas être compétent avec aucune connaissance. Ça, c'est vraiment un élément fort. L'idée, ce n'est pas de supprimer les connaissances, c'est de voir comment est-ce qu'elles vont être en intégration, en articulation les unes avec les autres. Et donc, par contre, ça amène la question de comment je vais évaluer les compétences, dans lequel forcément, je verrai que l'étudiant maîtrise un certain nombre d'éléments de connaissances, mais pas que. Elle complexifie, vous l'avez soulevé tout à l'heure, cette question-là, pour aller notamment voir au niveau pratique, effectivement, potentiellement au niveau des savoir-être, des savoir-faire, dans des situations, comment ces compétences-là ont été développées par les étudiants. Alors, j'ai choisi une définition qui est celle de Tardif ici. Tardif, il dit, la compétence, c'est un savoir-agir complexe. Donc, on va dépasser le savoir-être dans ce savoir-agir avec quelque chose qui intègre aussi justement des éléments du savoir, des éléments du savoir-faire, des éléments du savoir-être, potentiellement même des éléments du savoir-devenir, parce qu'on est bien dans quelque chose qui est en développement. Et ce savoir-agir complexe, vous le voyez, il prend appui sur la mobilisation et la combinaison. On n'est donc pas dans des silos simplifiés, efficaces, d'une variété de ressources internes et externes. Les ressources internes, ce sont les connaissances que nous avons. Tous les étudiants, toutes les personnes ont une diversité de connaissances multiples et variées sur plein de sujets, plein de thématiques. Et puis, vous avez des ressources externes. Les unités d'enseignement, ce sont des ressources externes. Les MOOC, ce sont des ressources externes. Wikipédia, c'est une ressource externe. Ce qu'on comprend, c'est que les ressources, elles n'ont pas toutes la même fiabilité, elles n'ont pas toutes la même rigueur, elles n'ont pas toutes la même pertinence. Et c'est là, probablement, qu'il y a un travail à faire pour voir comment l'étudiant, dans cette combinaison de ressources, fait des choix de ressources qui soient pertinents, qui soient valides, qui soient fiables. Tous les travaux d'Offer et Pintrich sur cette question-là prennent beaucoup de sens. Et on va les mobiliser à l'intérieur d'une famille de situations. Ça, ce sont les fameuses situations-problèmes. Nos collègues en IUT, ils vont parler de situations d'apprentissage et d'évaluation, les fameuses SAE sur lesquelles ils travaillent, pour dire, il y a une diversité de situations sur lesquelles je peux travailler. Est-ce que je peux travailler sur toutes les situations que l'étudiant va rencontrer? Non, puisque tout à l'heure, je vous l'ai dit, on le forme potentiellement à des métiers qui n'existent pas. Par contre, on peut faire des choix comme collectif de se dire, c'est quoi les situations auxquelles nous, on veut préparer les étudiants? Alors, on va être dans l'idée qu'on a donc une organisation de cette activité qui est mobilisée et régulée pour faire face à une tâche donnée dans une situation déterminée. La situation, c'est le but, dit Coulet. La tâche, c'est ce qu'on va mettre en activité pour amener les étudiants à réaliser ce qu'on attend d'eux. Alors, on va voir qu'on est bien du côté du sujet. Donc, il y a bien une mise en activité. On est dans une action. On ne peut pas se dire, je fais l'approche par compétence, puis je suis passive. Donc, tout à l'heure, vous avez soulevé la question quand même de la pratique. Effectivement, il y a une mise en activité de la personne. Il y a une idée qu'on est dans une action à un temps T, en interrelation avec les fameuses familles de situations. Ça veut dire qu'on est souvent très interdisciplinaire. Dans une approche par compétence, on est moins dans les silos. On va mobiliser des éléments qui ont été travaillés dans le cours de Céline, dans mon cours, puis et dans le cours de Céline et dans le mien, dans le cours de Sabine, probablement. Ça veut dire aussi qu'on est dans une idée de résolution d'une tâche. Effectivement, à un moment donné, dans une approche par compétence, il y a une idée d'activité finalisée. Il y a une cible auquel je veux aller. Ça ne veut pas dire que les étudiants vont aller systématiquement au bout de la cible, puisqu'elle est complexe, le savoir-agir complexe. On va pouvoir à certains moments dire, dans la trajectoire de développement, à un temps T, si l'étudiant arrive à cette étape-là, on considère qu'il a atteint la cible de ce qu'on lui propose. Ça veut dire aussi qu'on est dans une idée de continuité dans une approche par compétence. Les programmes qui se situent en approche par compétence vont avoir en général, puis là, c'est un gros chiffre, ça dépend de la longueur des programmes, mais disons pour un programme d'une licence complète, entre 6 et maximum 10 compétences. On va en trouver à 4, on va en trouver à 12. Mais souvent, on est dans un range, je dirais,
autour de 6-8 compétences où on va amener les étudiants tout au long de la formation des 3 années, par exemple, à aller vers ça. Vous allez voir, il y a même des exemples où on a 5 ans et 5 compétences ou 6 compétences et elles sont sur la licence et le master où elles sont proposées. Donc, on est vraiment dans une idée de continuité avec des éléments du présent et du futur pour les étudiants. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce qui va caractériser la compétence. La question tout à l'heure, c'était aussi comment est-ce qu'on fait la différence entre un savoir-faire ou un savoir-être et une compétence. Vous le voyez, la compétence, Tardif dit, elle a un caractère intégrateur, c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité de ressources de nature variée qui vont être mobilisées. Donc, oui, votre cours, mais potentiellement aussi le stage que l'étudiant a fait, son extra-académique dans une association sans but lucratif, un autre cours qui est mobilisé, quelque chose qu'il a fait quand il était au lycée ou au collège. On peut avoir une diversité de ressources qui peuvent être utilisées. Il y a un caractère combinatoire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire appel à plusieurs ressources en parallèle de manière concomitante, pour résoudre ce qui est proposé. Je ne suis donc pas en monodisciplinaire. Toutefois, on est dans un espace contextuel. Je m'excuse, j'ai oublié un S à spécifique de contexte. Donc, on est dans des contextes spécifiques. C'est pas de manière automatisée. Faut que l'étudiant réfléchisse. Tout à l'heure, je vous parlais de la posture relativiste. Je peux pas être avec une bonne réponse comme si l'étudiant faisait un copier-coller. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas automatique dans la compétence, raison pour laquelle elle a un caractère développemental. Elle va se développer tout au long de la vie. Je peux pas dire, moi, je suis compétente, point. Si vous êtes compétent en cuisine, potentiellement, vous allez continuer à vous développer, vous allez continuer à affiner votre compétence, vous allez développer de nouvelles techniques. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du développemental et de l'évolutif. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure du temps, intégrer de nouvelles ressources, des nouvelles situations, mais vous allez rester dans cette famille, dans la famille de situations, donc vous n'allez pas en compromettre la nature, mais vous allez complexifier vos espaces de ressources. Peut-être que vous allez, par exemple, développer de nouvelles techniques basées sur de nouvelles ressources parce que vous avez trouvé un blog, un site web, vous avez suivi un MOOC, vous avez eu la chance d'aller faire un stage auprès d'un chef. Il y a plein de possibilités pour être dans cet espace de développement, évidemment. Ça veut dire aussi que on est dans un lieu où c'est pas figé pour vos étudiants. Ça se peut qu'il parfois ils aient développé des compétences, puis tout d'un coup, l'année d'après, vous vous dites « Ah, crime, il me semble que là, on revient en arrière. » Ça veut dire que potentiellement, c'était pas stable dans son développement. Ça veut dire aussi qu'on peut regarder comme programme à quel moment on a des jalons pour aller évaluer ces fameuses compétences. Alors, une fois qu'on se dit « OK, je sais pourquoi j'y vais », on se dit « je sais ce que c'est ». Maintenant, comment j'y vais? Vous vous en doutez, hein, je ne peux pas vous donner un prêt à l'emploi. J'arrête pas de vous dire que c'est différent d'un endroit à l'autre. Puis surtout, vous avez une cellule, et notamment Sabine, qui va vous accompagner dans cette démarche-là. La première, par contre, qui me semble importante, je voudrais vous donner quelques clés, c'est l'idée de penser en équipe. Vous formez un tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les avantages, le collectif, c'est un tout. Ça comprend évidemment les personnels, ça comprend les étudiants, ça comprend les enseignants-chercheurs. À certains endroits, ça comprend même des entreprises qui, à certains moments, vont être sollicitées parce que vous, souvent, comme enseignants-chercheurs, vous êtes ce que Bourdieu appelait le fameux homo academicus. C'est ce personnage qui est là, qui se développe comme scientifique, qui fait de la recherche, mais qui, en parallèle, de plus en plus, doit être un homo pédagogicus. C'est mon collègue Denis Bédard qui l'appelle comme ça en disant « Mais comment est-ce qu'il se développe, mon homo pédagogicus ?» Quel temps je lui donne, hein? Vous avez parlé beaucoup dans le sondage du temps, de l'espace pour avoir de la formation, pour travailler sur les référentiels, pour bénéficier d'outils. Parce qu'en fait, dans cette équipe, tout le monde est un peu là. Chacun va aller se développer dans son idée d'être membre de l'équipe. Et c'est dans le développement de chacun, dans l'écoute de chacun, dans la concertation de chacun, qu'on va devenir finalement une équipe porteuse. Vous ne pouvez pas fonctionner tout seul en approche par compétence, ça ne fait pas de sens. On est forcément en équipe. Ça veut dire par contre avec des zones de tension, avec des doutes, avec des moments d'échange, des moments de recul, cette impression qu'on se dit « God, on n'avance pas », mais en même temps, on ne peut pas entrer dans l'approche à 50, s'asseoir puis se dire « Go, on va écrire notre référentiel ». Ça ne marche pas. Il faut qu'on ait des porteurs de ballon, des retours à l'équipe,
des prises d'informations. On revient en petite équipe, on travaille, on avance. Et c'est aussi comme ça avec votre accompagnateur que vous allez aller dans cette démarche qui va s'inscrire dans le temps. Vous avez la chance, j'oserais dire, pour parfois avoir des équipes qui doivent le faire pour l'année prochaine, d'être dans une perspective de 5 ans, mais il faut se mettre en place. Il faut se mettre en marche, il faut se donner des jalons, il faut se donner des cibles pour pouvoir tester, pour ne pas se retrouver à la veille des maquettes avec, ben là, tout d'un coup, il faudrait s'y mettre. L'autre élément clé dans une approche par compétence, c'est de questionner, parfois on ne l'a jamais fait, ou de re-questionner notre vision du diplômé. Je m'excuse, il est encore tôt, puis c'est un jour de congé, alors mon cerveau n'est pas complètement là. Notre diplômé, c'est qui? Qui il est? Qu'est-ce qu'on veut faire de lui? Il y a quelques années, j'avais accompagné une équipe, puis c'est souvent un exemple que je donne, mais dans une formation en STAPS, où on s'est rendu compte en travaillant sur la vision du diplômé qu'il y avait 2 collègues qui donnaient un cours qui suivait l'un de l'autre, qui avaient 2 visions qui n'étaient pas complémentaires du diplômé. Il y a quelqu'un qui disait, oui, mais nous, on forme les gens à devenir des coachs pour des sportifs de haut niveau, puis l'autre collègue disait, mais pas du tout, ça c'est un truc, tu sais, si on en a un sur une promotion de 450 qui fait, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils accompagnent monsieur et madame tout le monde dans leur vie sportive ou devenir prof dans les écoles. Donc, on voyait bien qu'ici, ils n'offraient pas les mêmes espaces de formation, ils ne proposaient pas les mêmes activités parce qu'ils n'avaient pas la même cible. Alors, c'est un exemple qui peut vous sembler anodin, mais imaginez quand il se multiplie à hauteur des collègues. Donc, qui c'est notre diplômé? C'est une bonne question pour s'asseoir. Quand je fais l'exercice avec des formations, récemment, je l'ai fait avec des collègues en sciences, un des éléments intéressants, quand ils sont arrivés à la fin de l'activité sur la vision du diplômé, il y a quelqu'un qui a dit « Hey guys, parce que ça, c'est pas notre diplômé qui sort de chez nous, là. Ça, c'est le gars qui est depuis 5 ans dans la pratique. » OK, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen? Est-ce qu'on se dit « Mais nous, c'est bien là qu'on veut aller et donc on va mettre en place la formation pour atteindre ça? » Ou est-ce qu'on se dit « Oh my God, non mais ça, c'est un leurre, il faut reculer un peu nos attentes parce que si c'est ça qu'on présente, on n'y arrivera jamais, c'est pas vraiment ça qu'on veut. » Donc, c'est aussi une occasion de se poser cette question-là autour de « mais c'est qui finalement la personne qui est là? » Élément autre, évidemment, quand on va dans l'approche par compétence, c'est d'oser ce qu'on va appeler le changement de paradigme. En fait, pendant longtemps, on a pensé notre enseignement de manière très morcelée. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de on va donner des UE, et puis on verra bien. L'approche par compétence, je vous le dis depuis le début, elle se situe plutôt dans une perspective d'intégration. Alors, Tardif, il dit, d'un bord, je suis dans une approche par cours, une logique très disciplinaire, les différents cours que je vais avoir, que je vais proposer dans toutes les disciplines, on le découpe finalement à travers des cours, puis parfois avec de la répétition, d'ailleurs dans certains éléments de contenu. Dans une approche par compétence, on est plutôt dans une logique de parcours. Qu'est-ce qu'on propose à l'étudiant? Dans certains milieux, on va parler de l'expérience étudiante, de l'expérience d'apprentissage. Comment est-ce qu'on file les différentes activités? Comment est-ce qu'elles se croisent? Pourquoi est-ce que telle activité est proposée à tel endroit, à tel moment, dans le cursus et dans le parcours de l'étudiant? Ça veut dire que, d'un bord, quand on est dans une logique très disciplinaire, finalement, c'est comme l'étudiant qui aurait des photos des différents cours. Tu sais, il va avoir une photo du cours de Céline, une photo du cours d'Anna, une photo du cours de Sabine, une photo du mien. Puis lui, il va faire un album. Ça se peut complètement qu'il ait oublié la photo d'Anna, puis il a quand même son album, puis ça se passe pas si mal. Tu sais, au pire, on a remergé, ça a donné quelque chose de pas si pire. Plus ou moins. Dans une approche par compétence, on est dans une logique où c'est les enseignants-chercheurs, qui explicitent les relations entre les contenus. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre, mais c'est quoi les liens entre le cours de Céline et le mien? Puis si Céline, elle a fait ça, pourquoi est-ce que Sabine le refait? Puis pourquoi moi, est-ce que je le reprends? Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années, en faisant de l'analyse de programme en administration, on s'était rendu compte que les étudiants faisaient 7 fois un SWOT sur leur temps de 3 années de formation. Donc, le fameux menace, opportunité, tout d'un coup, j'ai un trou sur les 2 autres. Ils vont me revenir. Donc, ils faisaient ce SWOT à 7 reprises. Je comprends, c'est très important. On dit, oui, mais c'est super important en administration. OK. Mais l'objectif, c'est donc que les étudiants apprennent à en faire un. Si au bout de 6 SWOT, tu n'es toujours pas capable, je ne suis pas sûre que la 7e, elle va l'être là. Il faut qu'on se pose la question de la pertinence. Puis en parallèle de ça, les enseignants-chercheurs n'arrêtaient pas de nous dire « Hey, crime, on n'a pas assez de temps pour atteindre toutes les cibles du programme. »
OK, guys, mais arrête de faire 7 fois la même activité. Parlez-vous. Puis c'est drôle parce que des fois, les étudiants nous disaient, en plus, ça ne nous est pas expliqué de la même manière. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est dans une idée que justement, tout est contexte dépendant, on peut avoir des approches différentes? Ou est-ce que c'est parce que les enseignants ne se sont pas parlé entre eux? Et ça, c'était pas très clair pour les étudiants non plus, qui étaient donc à la recherche de la bonne réponse. Qu'est-ce que lui, il attend? Qu'est-ce qu'elle, elle attend? OK, ils disent pas la même chose, mais on va s'adapter à eux. Donc, il disait, ben, finalement, tu vois, c'est un peu, vous allez me dire que le terme est fort, mais parfois les étudiants le sont, c'est un peu de la bullshit si on n'est pas capable de voir que c'est dans le contexte différent qu'on va mobiliser des choses différentes. Donc ça, c'était extrêmement important aussi de voir comment, comme enseignant, enseignant-chercheur, dans cette perspective-là, on est capable de présenter les relations entre les éléments. Ça veut dire aussi que quand on accueille des nouveaux vacataires, on est capable de leur montrer pourquoi ils interviennent, à quel moment, pour quelle activité, comment ça s'inscrit dans un alignement et non pas dans les « choisis les contenus que tu as envie de nous présenter ». Quel est le lien avec nos sites de formation? Si on participe tous à un collectif, ça peut quand même pas être tout et n'importe quoi qui est travaillé à n'importe quel moment. Ça, c'est très drôle parce que la liberté académique, elle est au niveau de nos stratégies pédagogiques et d'évaluation, alors qu'on nous impose parfois CM, TD, Pour moi, on touche là potentiellement à des modalités qui pourraient être de l'ordre de la liberté académique, d'autant plus qu'on devrait être capable de savoir quelle est la stratégie la plus pertinente pour atteindre nos cibles de contenu. Par contre, les cibles, elles sont validées par les programmes de formation et là, on devrait avoir quelque chose de l'ordre du collectif sur le travail proposé aux étudiants. Dans cette idée de changement, mais donc, il y a pensée en compétences, comme vous le voyez. Alors ici, je vous ai présenté le référentiel de logopédie. Je pourrais vous laisser évidemment mon PowerPoint. Vous le voyez, on est sur un développement en 5 éléments de compétences. Donc, les savoirs agir complexes sont présentés avec ce qu'on appelle les composantes essentielles et c'est décliné dans des situations professionnelles. Alors, vous le voyez, par compétence, il y a eu un choix de 3 ou 4 familles de situations et les activités vont s'inscrire à l'intérieur des compétences et des familles de situations. Donc, on est vraiment dans cette logique de le penser ici sur 5 années de formation dans leur cadre, donc avec des trajectoires de développement qui sont différentes selon ce qui va être proposé aux étudiants. Dans ces fameuses trajectoires, beaucoup vont travailler avec l'élément de Dreyfus et Dreyfus, de l'idée d'aller du novice jusqu'à l'expert en se disant, mais nous, à l'université, il faut qu'on soit raisonnable. On amène les étudiants à un niveau de compétence, mais en réalité, ils vont continuer à travailler leur développement tout au long, évidemment, de leur espace de formation. On ne va pas en faire des experts. C'est aussi l'objet dans la formation continue. On va les amener un peu plus loin, on va les amener à progresser dans ce fameux caractère développemental et évolutif de la compétence, mais il faut qu'on soit raisonnable dans ce qu'on propose. Donc, vous le voyez, ici, je vous présente le classement que nos collègues à Liège ont fait. Ils ont donc novice à la fin de chez eux le bac 2e année, intermédiaire en bac 3 et compétent master 3. Vous le voyez, ils ont défini des éléments. Donc, eux, ils disent, ben, à la fin de la première année, on ne considère pas que l'étudiant a atteint la compétence attendue. On va la regarder seulement au bout de la 2e année, de la 3e année, puis de la 5e année. On n'est pas obligé de regarder les compétences tout le temps à chaque évaluation. On a des évaluations qui vont participer à et des temps, et on pourrait reparler de l'évaluation plus spécifiquement, mais qui vont porter sur un certain nombre d'éléments de compétences. Dans cette idée-là d'approche, vous l'aurez compris, il faut mettre en place une démarche qu'on va voir comme étant systématique. Ça va prendre du temps, je ne vais pas vous le cacher, ça va vous demander du travail, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. Je crois que l'idée, puis vous voyez ici, mon but, c'est pas de vous dire c'est cette démarche-là que vous devez utiliser parce que vous allez en avoir une à Le Mans Université qui va vous être proposée dans l'accompagnement. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui vont participer au développement de l'approche par compétence. Donc, vous voyez ici, je me suis basée sur celle de Préjean Bernard et Cosanitis que nous, on a adapté dans notre programme. On va avoir des tentés où on va travailler, mais dans une logique itérative. Ce que je veux que vous ne perdiez pas de vue, c'est oui, on est dans une démarche. Non, ça ne se fait pas en sentant le vent qui va passer puis en disant, attends, si on attend, il y a quelqu'un qui va nous fournir notre référentiel. Des fois, il y a des gens qui me disent, pouvez-vous nous donner des exemples de référentiels? Je peux bien t'en donner, tu vas en trouver sur Internet. Il y en a en droit, en sciences, en STAPS, en langue. Mais il faut quand même faire l'exercice de qu'est-ce qu'il nous faut pour nous
dans notre profil de diplômé, dans notre profil de sortie, c'est quoi notre contexte, quel type d'université on est, combien d'étudiants on a, quel type de gens viennent enseigner, qu'est-ce qu'on a envie de travailler comme famille de situation. Tout ça, ça s'adapte. On ne peut pas juste prendre celui de quelqu'un puis se dire, voilà, c'est le nôtre. Forcément, ça va faire rentrer un carré dans un rond, puis ça ne va pas être possible en termes de fonctionnement. Donc, il faut que vous soyez dans cette démarche, une démarche qui va être accompagnée, évidemment, par vos collègues. Ça veut dire aussi redéfinir ce que j'appelle l'alignement pédago-numérique dans une visée d'apprentissage des étudiants. C'est quoi nos cibles? C'est quoi les activités pédagogiques qu'on va faire pour y arriver? Et c'est quoi nos stratégies d'évaluation? Et là, effectivement, en approche par compétence, on se rend bien compte qu'il y a une transformation au niveau des évaluations. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter l'ensemble de nos évaluations classiques. Ça veut dire comment est-ce qu'on va intégrer l'évaluation des compétences tout au long du parcours par rapport à notre trajectoire de développement, par rapport aux choix qu'on va faire à détenter. C'est le cas de nos collègues justement en IUT qui vont avoir des situations d'apprentissage et d'évaluation. Dans certains IUT, on a choisi qu'il y a des moments clés où il va donc y avoir des évaluations plus complexes qui vont faire appel à plusieurs disciplines qui vont amener à dire voilà, c'est là qu'on va avoir une situation qui nous permette de mettre un focus sur la trajectoire de développement de l'étudiant. Les autres nous permettent finalement d'éclairer certains morceaux, mais là, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre du plus gros de la compétence. À plusieurs moments dans le parcours, ça va être proposé. Mais donc, ça va nous demander non seulement de regarder notre programme au sens large du terme, mais d'y aller aussi par activité dans cet alignement pédago-numérique, avec quel outil on va choisir de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours des outils numériques, mais on en a pratiquement tout le temps. Aujourd'hui, je vois plus de formations qui me disent non, moi j'en ai zéro. On en a forcément, on voit comment on les mobilise, comment c'est pertinent. Tout ça toujours dans le focus du milieu que vous voyez, l'apprentissage des étudiants. Alors, maintenant que j'arrive là, je voudrais vous ramasser quelques petits morceaux parce que, OK, c'est bien, vous savez pourquoi, vous savez quoi, vous avez une idée du comment. Et donc, il n'y a plus qu'à. Tout le travail ne fait que commencer. Alors, je veux être franche, il y a des défis. Il y a un défi de temps, vous l'avez soulevé dans votre sondage d'ailleurs, d'énergie, de disponibilité. Il va falloir réfléchir à ces questions-là et ça, c'est aussi un message à vos établissements. On ne peut pas faire ça sur le coin d'une table le vendredi après-midi quand les gens trouvent du temps. Il va falloir s'accorder du temps pour le faire. On va avoir un besoin de diversifier les méthodes pédagogiques et évaluatives. Ça veut dire aussi potentiellement aller se nourrir dans des espaces de formation, dans des journées comme celle-ci, dans des occasions de partage avec des collègues. Il va falloir renouveler ce qu'on fait. Tout à l'heure, j'ai entendu, moi, je donne plus de cours magistraux, en tout cas, pas sous certains formats, dans certaines disciplines. On est effectivement dans une diversification des méthodes à penser. Observer les compétences en situation, c'est un défi parce que ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande des grilles critériées, ça demande des outils d'observation, ça demande une diversité d'outils pour le faire. Il va falloir s'y atteler. Il y aura des essais, il y aura des erreurs, mais ça fait aussi partie de la game dans la démarche. Les critères et les indicateurs pour les évaluations, ça va prendre du temps, ça va avoir besoin d'être testé, mais je pense à un collègue qui l'a fait en droit, par exemple, à l'Université d'Arras avec lequel j'avais travaillé. Ça a mis du temps de les développer pour lui faire de l'évaluation de dissertation, par exemple, mais une fois que ça a été fait, c'est un outil puissant pour la suite du travail, pour une évaluation de qualité, pour de l'interjuge, pour une évaluation qui met moins de temps, pour plus d'objectivité dans les commentaires remis aux étudiants, pour une vision d'auto-évaluation et de progression des étudiants. Donc, c'est vraiment un levier qui peut être intéressant. Mais ça prend du temps initialement la première fois. Je ne vais pas vous dire que la première que vous allez faire, elle va être belle, parfaite et merveilleuse. Forcément, elle va demander des adaptations. Et puis, un accompagnement des enseignants, des personnels, des étudiants. On ne peut pas aller dans une approche par compétence en espérant que ça va se faire tout seul, puis qu'on va se transformer, puis qu'on est dans cette démarche-là. Forcément, il faut de l'accompagnement. Donc ça veut dire aussi qu'il faut se donner les moyens de le faire. Je sais que vous avez quelques personnes au cœur de Le Mans Université pour le faire, mais c'est vraiment essentiel. Ça veut dire aussi que parfois, on va avoir des collègues qui vont devenir des relais pour accompagner d'autres collègues et ça, c'est plutôt intéressant. Il va y avoir aussi la mobilisation des collectifs d'étudiants pour travailler avec les étudiants, pour utiliser un langage. Je sais que vous avez des associations étudiantes, des représentants, c'est des élus qui vont être là, mais on est aussi dans cet espace où il faut mobiliser la gang, il faut amener les gens à avoir envie de s'inscrire dans cette démarche-là.
Alors, comme je suis quelqu'un de particulièrement positif, je considère que dans le « il n'y a plus le cas », il y a aussi des opportunités. Réfléchir aux diplômés entre l'idéal et le réalisme. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment une belle occasion de se reposer des questions sur notre formation. Avoir une vision commune de cette formation qu'on propose. Longtemps, ce métier d'enseignant, enseignant-chercheur a été vu comme un métier isolé. Je crois que c'est notre occasion d'aller créer des liens, des collectifs, d'avoir envie de savoir ce que nos collègues font et de participer ensemble à une co-responsabilité dans la formation de nos étudiants. Je crois que c'est aussi une occasion dans ce collectif de voir des liens entre les activités, de mutualiser des moments d'enseignement et d'apprentissage commun, de mutualiser des moments d'évaluation pour se dire, mais finalement, on a des activités dans le parcours de formation, comment est-ce qu'on peut les articuler pour faire en sorte de proposer quelque chose de plus riche, de plus pertinent, qui réponde mieux à nos cibles, puis qui soit vraiment aussi une occasion de pousser les étudiants vers le haut, à ne pas juste être des répétiteurs de connaissances et nous, des correcteurs de bonnes et de mauvaises réponses. Je pense que c'est aussi une belle occasion d'avoir envie de travailler ensemble dans des approches projets, dans des approches problèmes, dans de la méthode des cas, dans de jeux de rôle qui nous amènent une coche plus loin dans nos formations. Je crois que c'est l'occasion aussi pour nos structures de penser à un changement institutionnel, structurel et personnel dans ce collectif que nous représentons. Je crois qu'il y a un momentum pour les universités pour se voir autrement dans le paysage de l'enseignement supérieur français, mais ailleurs aussi, les établissements, de se penser qui est-on aujourd'hui comme structure, qu'est-ce qu'on propose aux personnes étudiantes en formation initiale, en formation continue, en micro-formation probablement, c'est qui aujourd'hui le Mans ou l'université dans cette démarche-là, et l'approche par compétences est un moyen pour amener ces questionnements-là. Vous voyez avec mon idée de moyen et non de fin. Et puis je crois c'est aussi une belle occasion pour nous, enseignants du supérieur, de penser notre développement professionnel. Notre métier a changé, c'est une occasion pour nous, puis j'étais très contente d'entendre un collègue qui a envie d'aller avec un CPP. On les utilise pas assez, on n'a pas assez de gens qui le prennent, alors que c'est une belle occasion pour pouvoir se lancer. Moi, je vous encourage à le faire pour avoir du temps, de l'accompagnement, pour pouvoir ouvrir des portes, de se dire, mais moi aussi, c'est une occasion pour moi de voir mon métier différemment, autrement, puis d'être ailleurs comme enseignant, enseignant-chercheur en enseignement supérieur. Donc, pour moi, c'est un levier de transformation. Et puis, pour relancer la suite de l'échange, je voudrais vous amener à vous dire, quand on est dans une approche parcours ou par UE, on est beaucoup dans cette logique de pot de peinture, vous le voyez, les différentes disciplines. Et puis, la réalité professionnelle, on va se le dire, ça ressemble plutôt à l'image du bas. Tu sais, il y a des fois, tu te dis, my God, mais en fait, tout se mélange, comment est-ce que je suis capable de prendre ça? Et c'est vrai que les étudiants qui arrivent dans les milieux professionnels, des fois, ils nous soulèvent ils ont comme, au Québec, on dirait de la broue dans le toupette, là, dans le sens où tu te dis, mais comment je vais m'en sortir face à cette situation? Et quand on les emmène en approche par compétences, ce qu'on leur propose, c'est d'avoir de la broue dans le toupette dès le départ. C'est de dire, OK, ce qu'on propose, ça te paraît complètement éclaté, mais on va t'emmener progressivement à travers les trajectoires de développement. Peut-être qu'au début, ça te paraît complexe, mais c'est justement le sens de notre présence enseignante. Nous, on va t'accompagner, on va te proposer un chemin, on a réfléchi à un espace de formation, mais c'est là qu'on va t'emmener, au pot de peinture, puis on veut te le montrer dès le départ pour que tu ne sois pas surpris. Mais inquiète-toi pas, on va t'accompagner dans cet espace-là. On va te proposer une diversité d'activités qui vont t'emmener vers le pot de peinture, mais nous, on ne le perd pas de vue, le pot de peinture. On ne va pas te vendre des petits pots séparés. On veut directement que tu sois dans l'image éclatée. Puis nous, chaque activité, elle va faire du relais, elle va faire de l'écho à l'image éclatée, mais on est capable de les repérer toutes, notre touche de peinture. Tu sais, on n'en perd pas. On sait où on s'en va. On sait comment chaque ressource externe que sont nos UE participe à notre exercice. Là, on est vraiment là, avec toi. Et comme collectif, on va t'emmener vers cette idée-là. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Je sais que le travail ne fait que commencer, mais je sais aussi que vous allez avoir l'accompagnement pour atteindre votre cible. Et l'approche par compétence, c'est vraiment le moyen de faire en sorte que vous soyez des gens heureux aussi dans chacun de vos métiers, enseignants, personnels, étudiants. Merci beaucoup.